bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Sibylle et Raphaël. Du 9 au 13 juin 2025, la France accueillera à Nice la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Elle rassemblera des représentants des États membres des Nations Unies, des organisations militantes et des entreprises. Le but est d'aller plus loin et plus vite pour protéger durablement l'océan. Cette conférence intervient 2 ans après la signature du tout premier traité international qui prend des mesures pour préserver la haute mer. Alors que le traité de l'espace interdit l'appropriation des ressources au-delà de l'atmosphère terrestre depuis plus de 50 ans, on peut s'étonner que personne ne se soit inquiété pour le bien-être de nos océans avant le XXIe siècle. Pourquoi s'intéresser aux océans ? C'est la question du jour dans French Baratin. Comme d'habitude, on va commencer avec un petit quiz pour voir l'état des connaissances de Cécile et Sibylle sur les océans. on est à fond. Je pensais que Mars ce serait le plus difficile et en fait maintenant on passe à l'océan. On est au taquet. Et bien tant mieux. Alors c'est parti. À votre avis, quel est le pourcentage de la surface de la Terre recouvert par l'océan ? Cécile. Alors, j'ai découvert qu'il y avait 70% de la surface de la Terre qui est recouverte d'océan. Ok. Et deuxième partie de la question. Je pensais avoir bon et tout. Enfin, un en tout demi-point. cas, Un un demi-point. demi-point. Ok. Voilà, pour commencer. Et quelle part du fond de l'océan a été explorée visuellement ? 5%. Ok, Sibylle. Je vais monter jusqu'à 10. Ok, alors, J'en sais rien. Cécile, tu avais tout à fait raison. L'océan recouvre 70% de la surface de la Terre. Par contre, ce qui est drôle, c'est que pour la part du fond de l'océan explorée visuellement, j'ai pas le chiffre. Je sais simplement que ça correspond à une surface équivalente à la ville de Paris. Ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui n'est Alors, pas beaucoup et c'est ce qui tout. fait que 5% me paraît un peu beaucoup. Oui, même énorme, oui. Ok. Voilà. Alors, ma deuxième question, c'est une question qui peut paraître bête, mais pourquoi la mer est salée ? Sibylle. Je pense que la mer est salée du fait de la nature du sol en dessous de la mer. Mais je n'en sais rien, en fait. Ok. Cécile, une réponse ? Non, j'en ai aucune idée. En plus, quand je faisais des recherches pour un tout petit peu me documenter sur la question, j'ai vu qu'il y avait une vidéo sur cette question-là et j'ai pas regardé cette vidéo. Ah. Je suis un petit peu déçue. C'est dommage. Trop vexant. Exactement. Très frustrant. Eh bien, la mer est salée, paradoxalement, parce que les rivières, qui contiennent de l'eau douce, Ouais. apportent le sel dans l'océan. En fait, les rivières contiennent un tout petit peu de sel. Ok. Genre vraiment pas beaucoup. Mais sauf que ce sel vient de la dissolution des roches. Et ce processus se fait déjà depuis des millions d'années. Ah. Et du coup, voilà, depuis des millions d'années, ces petites quantités de sel sont progressivement piégées dans les océans. Ce qui fait que, voilà, les océans sont salés. Trop bien. Donc voilà, si vous avez un enfant de 3 ans qui vous pose la question, vous saurez quoi lui répondre. Et même un adulte. Et même un adulte d'ailleurs. Ouais. Pas très bien. Encore une autre question. Parmi l'ensemble des espèces animales connues, quel pourcentage vit dans l'océan ? Tu as peut-être une idée. J'ai lu 94% des espèces vivraient dans l'océan. On n'a pas la même source du coup. Vu ta réaction. Non. Sibylle ? Je pense que peut-être ce que tu as lu, Cécile, c'est une estimation par rapport au fait qu'on ne connaît pas justement toutes les espèces qui vivent dans l'océan. Mais donc, si on les connaissait, ça serait peut-être 94% de toutes les espèces sur Terre. Mais comme on ne les connaît pas et que la question de Raphaël porte sur les espèces connues, alors là, ça Ouais. devient moins. Là, on est peut-être Voilà. à la moitié parce qu'on ne connaît pas beaucoup d'espèces. Ouais. Effectivement, tu as raison, Sibylle. Dans le reportage, il disait que parmi ces 94%, il y en avait 2 tiers qui n'étaient pas encore recensés. Donc, ça fait sens, ouais. Et bien, si tu enlèves 2 tiers, on arrive peut-être à 30% alors des espèces connues qui se trouvent dans l'océan. Est-ce que ça marche Ça marche ou pas Alors moi, j'ai trouvé 13% Ah oui. seulement.
Ce qui correspondrait à moins de 250 000 espèces. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup. On peut les citer. Mais potentiellement, il y en a beaucoup plus. Oui. Parce que, voilà, on est loin d'avoir tout exploré. Surtout en ce qui concerne les formes de vie microbienne, bactérienne. Il y a des études qui ont calculé qu'il y en a probablement des milliards de plus, en fait. Et qu'en fait, il y aurait encore 99,999% du vivant à découvrir, du coup. Si effectivement, on en est là, quoi. Ok. Bah, je pense que les chiffres diffèrent énormément parce que tu peux compter de plein de manières différentes. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. S'il y a un expert océanique qui nous écoute, n'hésitez pas à nous envoyer du coup des chiffres. Oui, je pense qu'on ferait bien de dire effectivement qu'on est loin d'être des experts et que si des experts nous écoutent, ne nous jugez pas trop méchamment. Mais n'hésitez pas à nous éclairer sur la question. Exactement. Et enfin, dernière question. Quelle est la quantité de déchets plastiques en tonnes flottant sur les océans du globe? Sybille. C'est triste, mais c'est bien un problème bien réel. En tonnes. En tonnes. Donc une tonne, c'est 1000 kilos, on est d'accord? On est d'accord. Alors on va dire il y a 3000 tonnes de plastique sur les océans. Cécile, t'en penses quoi? Je dirais 600 000 tonnes. T'es plus dans le bon ordre de grandeur, Cécile. C'est chaud. Même si t'as quand même assez largement exagéré le truc. Alors, 200 000? Presque. 150? Un peu plus, non, un peu plus, voilà. 300 000? Non, 250 000. Ouais. Ah. Ouais, parce que je crois qu'il y a 800 000 déchets plastiques qui sont là. Et en fait, après, il y a ceux qui restent sur la Terre et après, ceux qui vont dans les océans. Et effectivement, je crois que c'était le chiffre que j'ai entendu, l'ordre de grandeur de 200 000. C'est juste que j'ai pris un mauvais chiffre. Il y avait trop de chiffres dans tous ces reportages. Hyper intéressant. Voilà, donc ça c'est un peu triste. Mais alors, à moins d'être déjà intéressé par les océans, je pense pas que la plupart des gens pensent au plastique quand ils pensent à l'océan. Donc, je vais maintenant vous demander qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, vous, quand vous pensez à l'océan, et qu'est-ce que l'océan vous évoque? Sybille, t'as envie de commencer? Je veux bien. Alors, spontanément, quand je pense à l'océan, je pense à quelque chose de calme. Je pense plutôt à la surface de l'océan. Je pense donc à la possibilité de faire du bateau, ce que je trouve assez agréable. Et je ne pense pas tellement à ce qu'il y a dans l'océan, d'autant plus que je n'aime pas trop nager, donc c'est pas du tout mon truc d'aller dans l'océan. Voilà. Je pense un petit peu aussi quand même à la dimension géopolitique, le fait que des pays essayent de prendre les ressources qui sont dans l'océan, et ça c'est simplement parce que j'ai fait des études un petit peu en lien avec ces thèmes-là, qui m'ont amené à savoir que voilà, il y avait un peu des règles pour savoir quel pays a le droit de pêcher où et que ça créait des conflits. Mais voilà, c'est vrai que je pense assez peu finalement, spontanément, si on ne m'amène pas à m'y intéresser, à ce qu'il y a dans l'océan. Et pourtant, j'ai pu me rendre compte en préparant cet épisode que c'était absolument fascinant, qu'il y avait énormément de choses en plus de ces impressions qu'on peut avoir de calme et de surface de l'océan. Et toi, Cécile? Quand tu nous as annoncé le sujet, je me suis dit, bon, ça m'évoque pas énormément de choses. C'est pour ça, du coup, que j'ai regardé des reportages pour être prête pour le quiz, parce que je me suis dit, sinon, ça va être un petit peu compliqué. Mais du coup, je vais aller aussi dans la dimension, on va dire, un peu romancée ou romantique, comme Sybille l'a fait. Moi, je pense au lever et au coucher de soleil sur l'eau. Je pense à me baigner, je pense aux marées. Je pense aux vagues, je pense à l'immensité, je pense au fait que ça me manque à Strasbourg, il n'y en a pas beaucoup, et je pense au Vendée Globe, qui est une course de bateau. Oui, à voile. Et sinon, forcément par ce qu'on nous montre à la télé, je pense forcément aux poissons et aux coraux. Oui. Et j'avais d'ailleurs un ancien collègue qui était absolument passionné de plongée et qui du coup me montrait des photos absolument magnifiques. Mais par contre, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie, il y a le continent de plastique qui m'a pas mal interpellée. C'est une quantité de plastique très très importante qui, du fait des courants marins, des courants océaniques, en fait, vont se rassembler
un endroit et la superficie est énorme. Et voilà, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard parce que ça va être certainement dans le débat. Mais sinon, il y a un film que j'ai adoré qui s'appelle en français La sagesse de la pieuvre, The Octopus Teacher en anglais, et qui est un film magnifique. C'est une histoire d'amitié entre une pieuvre et un humain, un plongeur, et c'est hyper émouvant. Je pensais pas du tout un jour être émue par une pieuvre. Je sais plus comment je suis tombée sur ce film, et du coup ça m'a montré pour le coup quelque chose d'assez magique qui se passe dans l'océan, et j'ai trouvé ça hyper beau. Je connais pas grand chose sur l'océan, mais il y a ce film que j'ai trouvé génial. Du coup c'est un film en anglais, mais si vous voulez l'écouter doublé ou avec sous-titres français, je pense que c'est possible. Voilà. Et toi, Raphaël? Eh bien moi, ça rejoint un petit peu aussi ce que disait Sybille, et puis toi aussi, Cécile, le calme, la sérénité, mais aussi la force de la nature, en fait. Je trouve que c'est l'un des éléments, finalement, qui représente le plus cette force presque surdimensionnée par rapport à nous, petits humains, quoi. Et je suis toujours impressionné, en fait, quand je vois l'océan et des images de l'océan. Mais effectivement, après, j'ai toujours eu une petite fascination aussi pour ce qu'il pouvait y avoir dans l'océan. Enfin, j'ai toujours été aussi intéressé un peu par les baleines, en particulier. Voilà, c'est ça que ça m'évoque. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Nous produisons ce podcast sur notre temps et notre argent personnel, et nous souhaiterions qu'il reste sans pub. Vous pouvez nous soutenir pour le prix d'un café sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description. Merci beaucoup à celles et ceux qui le font déjà. Alors maintenant, je propose que nous passions à la discussion. Et je propose qu'on commence d'abord par se demander pourquoi on ne s'est pas intéressé aux océans pendant si longtemps. Moi, je pense que c'est parce que les chiffres sont trop compliqués. Ah ouais, c'est sûr, avec les pourcentages. Parce qu'en plus, c'est en 3D, et ça, c'est un vrai truc qui est hyper intéressant. Enfin, il se passe des choses à la fois, si vous voulez, d'est en ouest et de nord en sud, mais aussi d'en haut à en bas. Donc, en vrai, il se passe plein de choses. Donc, ça rend la chose complexe. C'est justement ce qui ressort de nos réponses, là, quand on parle de qu'est-ce que nous évoque l'océan. On a parlé de la mer, de la navigation, de la surface, mais quasiment pas de, effectivement, ce qui se passe en 3D, quoi, et en dessous. Oui, et alors je pense aussi qu'on a une vision de l'océan comme quelque chose de tout à fait homogène, et c'est complètement faux. En tout cas, j'ai écouté un podcast qui est génial, ça s'appelle Oceans Life Underwater, et il y avait un épisode avec un biologiste spécialisé dans l'étude de la mer et des océans qui justement se promène dans un tout petit sous-marin, et il expliquait que chaque coin de l'océan était différent. En fait, à chaque fois qu'il va quelque part, hop, il voit des nouveaux animaux, il voit des nouvelles plantes. Et ça, je trouve ça assez contre-intuitif, en fait. On s'imagine pas tellement, quand on n'y réfléchit pas trop, que chaque coin de l'océan est différent. Et donc, c'est peut-être ça qui fait qu'on s'y est pas tellement intéressé. On avait l'impression d'avoir juste de l'eau, avec de la boue au fond et un peu d'algues. Enfin, je caricature, mais je pense que c'est pas intuitif, en fait, de savoir à quel point les océans sont quelque chose de riche. Je pense aussi que pendant tellement longtemps, on n'avait juste pas la technologie pour s'y intéresser, la technique. Oui, bien sûr. Il me semble avoir vu que Magellan, lors de sa navigation autour du monde, a essayé de mesurer la profondeur de l'océan Pacifique avec les outils de l'époque. Et les outils de l'époque, c'était une corde avec un poids au bout. Et ça m'a surpris parce qu'il y avait quand même 700 mètres. Il avait quand même 700 mètres de corde. Mais quand au bout de 700 mètres, il avait toujours pas touché le fond, il a dit l'océan est d'une profondeur incommensurable. Et voilà quoi. Et donc pendant des siècles, on a pensé que c'était hyper profond et que de toute façon c'était désertique. Il y avait rien en dessous des quelques mètres qu'on savait plonger, quoi, où on trouvait des moules et des huîtres. Et voilà. Donc il y a cette question de la technologie et de la perception. J'entendais déjà que c'était beaucoup plus facile, je fais le parallèle avec l'épisode sur Mars, mais que c'était beaucoup plus facile d'aller dans l'espace que du coup de plonger. Et je crois qu'il y a 12 personnes qui sont allées sur la Lune et 4 hommes seulement étaient allés dans la fosse des Mariannes, qui est apparemment l'endroit le plus profond. Ouais. C'est drôle en fait de se dire ça. Enfin... C'est une question d'investissement en fait aussi. Et je pense qu'on est beaucoup plus fasciné par l'espace, les étoiles, envie d'aller voir ce qu'il y a là-haut,
que cette espèce de masse verte et bleue, pas transparente, où on voit rien dedans. Du coup, c'est une question d'investissement, en fait, parce qu'on aurait tout autant pu investir dans les sous-marins. Enfin, je veux dire, je pense pas que ça coûte beaucoup plus cher de construire des sous-marins capables de descendre dans la fosse des Mariannes que des fusées capables d'aller sur la Lune. Bah, je sais pas, moi j'ai lu que les températures étaient très 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 basses, que la pression était très 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 importante et qu'il y avait une visibilité nulle. Ouais. Après, j'imagine que la visibilité nulle, bah, il suffit... Enfin, s'il y a quelqu'un qui m'entend, il va peut-être se dire « Non, il suffit pas que de faire ça. » Mais je sais pas, tu mets des phares à ton sous-marin et ça doit aller mieux quand même. Mais bon. Bah, tu prends ton téléphone et tu mets la torche. Enfin. Et je lisais aussi qu'au-delà de ça, c'était beaucoup plus facile de cartographier l'espace que de cartographier l'océan, parce que je crois grâce aux ondes radio, on arrive à cartographier l'espace. Mais pour l'océan, bah, y a l'obstacle qui est l'eau, enfin, vu la profondeur, qui fait que c'est pas possible. En tout cas, pas de la même façon. Je m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi difficile d'accéder au sous-marin. Et par contre, tu parlais tout à l'heure de fascination, Raphaël, pour l'océan. Et je pense qu'il y a, enfin, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça reste un objet de fascination, l'océan. Quand on voit même les plongeurs montrer les beautés de ce qu'ils peuvent voir dès qu'ils plongent un petit peu, on imagine que ce qu'il y a encore plus bas, je sais pas. Puis il doit y avoir des trucs hyper chelous. Enfin, oui, les quelques images qui ont été prises dans la fosse des Mariannes, justement, ont montré justement des bestioles assez cheloues, pour parler familièrement. En verlan. Et en verlan. Ouais. Là, j'ai vu le cas des poissons pêcheurs. Qu'on peut appeler aussi les lophiformes, et en anglais c'est anglerfish. Alors tout ça c'est assez compliqué à connaître, et donc sur les petites fiches de vocabulaire que vous avez dans les applications qui montrent les images de chapitres, on va vous mettre des photos ou des dessins. Comme ça vous visualiserez un petit peu mieux. Donc sur Apple Podcast ou si vous avez Android Pocket Cast par exemple, vous pouvez les voir. Et en fait, ces poissons pêcheurs, c'est très très particulier parce que les femelles sont énormes et les mâles sont tout petits. Et en fait, ils s'accrochent aux femelles comme des parasites pour se reproduire et ils finissent complètement absorbés dans le corps des femelles. Donc, c'est pas très glamour, mais ça montre à quel point il y a de la vie très 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 différente de ce qu'on connaît sur la terre ferme dans l'eau. Et enfin, tous les poissons ne se reproduisent pas de cette façon bizarre, mais c'était juste un exemple que j'avais vu parmi beaucoup d'autres. Oui, c'est fou de s'imaginer comment des espèces animales ont pu s'adapter justement à des pressions aussi, et des conditions aussi extrêmes en fait. Et à propos de la fosse des Mariannes, donc c'est l'endroit le plus profond des océans qu'on connaisse, mais le pilote de sous-marin, qui est quand même un biologiste spécialisé dans les océans, qui était interviewé dans le podcast que j'ai écouté, il disait que d'après lui, c'était possible qu'il y ait des endroits encore plus profonds, en fait. On connaît tellement pas qu'on peut pas dire avec absolue certitude que c'est là que c'est le plus profond. Et ça, je le savais pas, ça m'a vraiment surprise, parce qu'on entend toujours que la fosse des Mariannes, c'est l'endroit le plus profond, mais c'est vrai que tant qu'on n'aura pas tout cartographié, on peut pas en être certain. C'est sûr. Bah déjà que c'est pas mal profond, parce que je lisais que c'était 11 000 mètres. Presque, ouais. Et effectivement, on pourrait engloutir le mont Everest dans la fosse des Mariannes. Il y aurait encore 2 kilomètres. C'est complètement fou. Et il resterait encore au moins 2 kilomètres au-dessus. Et ben, j'ai regardé une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Poisson Fécond, qui montrait ce qui se passerait si les océans se volatilisaient. Et en fait, c'est marrant parce que on voit une image de synthèse un peu, et du coup, on aurait l'impression d'être que sur des canyons, en fait. Et ça fait trop bizarre de se rendre compte de ça, parce que, moi, je m'imaginais un truc plat, et plat, quoi, en dessous. Oui. Bon, alors, je pense qu'on a déjà un petit peu abordé presque le prochain point. Pourquoi il faut s'y intéresser ? Parce que, bon, il y a plein de petits sujets un peu fascinants là, auxquels on a déjà touché. Mais je propose qu'on aille un peu toucher à la question du climat et du rôle des océans dans le climat. Et ben, une chose que j'ai vue et qui était vraiment passionnante, c'est la notion de carbone bleu. Le carbone bleu, en fait, ça fait référence aux écosystèmes qui sont capables d'absorber le dioxyde de carbone à partir de l'atmosphère et donc des écosystèmes qui se situent dans les océans. Dans le podcast que j'écoutais, il y avait un épisode qui s'appelait
Changing Oceans, et dans lequel il y avait une militante et aussi spécialiste de la biologie marine qui intervenait, qui s'appelle Anna Jaida. Et elle a fait un film qui s'appelle justement Blue Carbon et qui est sorti sur CNN au printemps 2024. Et donc, elle expliquait tout l'intérêt de cet écosystème du carbone bleu, qui en réalité n'est pas bleu. Elle expliquait que ces écosystèmes qui se trouvent dans l'océan sont 10 fois plus forts pour retirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère que la forêt amazonienne. Donc en fait, il y a vraiment un potentiel énorme dans les océans pour retirer le CO2 qui est en trop dans l'atmosphère. Mais justement, malheureusement, ces écosystèmes aussi sont fragilisés et sont en train d'être détruits, puisque 67%, je crois, de ce carbone bleu, de cet écosystème-là, a déjà été détruit par l'être humain. Donc, on peut le protéger ce qui reste et on peut le développer, en fait, le faire repousser, mais ça prend forcément beaucoup de temps. Et donc, en fait, pour expliquer ce en quoi ça consiste concrètement, le carbone bleu, principalement, ça va être tout ce qui est les mangroves, un ensemble de plantes qu'on peut trouver dans les marais maritimes, et ce qu'on appelle les herbiers marins. Donc les herbiers marins, en fait, c'est des prairies sous-marines qui poussent dans la mer et qui sont composées de plantes à fleurs, en fait. Et tout ça, ça va absorber du CO2 et donc contribuer vraiment effectivement à la régulation du climat, et ça peut nous aider justement dans la lutte contre le réchauffement climatique si on en prend soin. Oui, de manière générale, en fait, 30% du CO2 que nous produisons est absorbé par l'océan. Moi, ce que j'ai trouvé complètement dingue comme chiffre et que je ne savais pas du tout, c'est qu'en fait, on pense toujours à l'Amazonie comme étant le poumon un peu de la planète. Mais en fait, c'est l'océan, parce qu'une molécule d'oxygène sur 2 est produite par l'océan. Ce qui veut dire que quand même, une de nos respirations sur 2 vient de l'océan, en fait. C'est beau. Sans océan, il n'y a pas d'oxygène. Sans océan, on est tous morts, en fait. Rien que de ce point de vue-là. Moi, ça m'a complètement bluffé, cette information. Et petite parenthèse, mais que je trouve qu'il rajoute à la fascination des océans, on est tous morts, sauf des gens qui sont dans l'océan, justement. Parce que au fond de l'océan, tout au fond de l'océan, dans des zones très chaudes, où arrive du magma, dans ce qu'on appelle les monts hydrothermaux, ou les cheminées hydrothermales, il y a des espèces qui arrivent à vivre sans oxygène et dont la vie ne dépend pas du soleil, en fait. J'ai trouvé ça beau de se dire que même si le soleil s'éteignait, notre planète pourrait toujours abriter de la vie grâce à ces fonds d'océan très chauds où tout un ensemble d'espèces en fait arrivent à se nourrir de ce qu'ils trouvent au fond de l'océan. Ce qui est marrant, c'est que du coup, on vient de voir que seules quelques espèces pourraient survivre s'il n'y avait plus d'oxygène. Et du coup, nous, on mourrait direct. Et pour autant, on n'a pas l'impression que ça soit un sujet majeur de parler de l'océan et de sa protection. Et je trouve ça assez fou parce que, en fait, il n'y a pas de débat. Si on peut plus respirer, on n'est plus là. C'est des choses dont on se rend compte que relativement récemment, justement, parce que peut-être on s'y intéressait pas trop. Mais oui, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, à l'absence de soleil, en fait, il y a une interaction entre le soleil et les océans, parce que le soleil, il chauffe évidemment l'atmosphère, en particulier autour de l'équateur. L'eau chaude qui se trouve à l'équateur, elle va circuler vers les pôles. Et au niveau des pôles, elle va se refroidir et elle va former des banquises. L'eau, elle devient plus dense et du coup, elle coule vers le fond de l'océan et elle va circuler de nouveau vers l'équateur. Et là-bas, elle va de nouveau se réchauffer et repartir vers les pôles. Donc on a ce circuit, en fait, c'est ce qui participe par exemple en Europe à la régulation d'un climat relativement doux. Et ce courant-là contribue à stocker du CO2. Il participe à tout ce truc de stockage du CO2 en profondeur. En fait, dès qu'il y a un échange d'air entre l'air et l'océan, le CO2, après, il rentre dans ces courants qui coulent. Et après, il est stocké en bas au fond. Et le problème, si c'est un peu interrompu, c'est qu'il va y avoir de moins en moins de stockage de CO2 au fond de l'océan. Donc là, on a parlé un petit peu du CO2 déjà. Je propose qu'on passe du coup un peu à la question de l'impact du changement climatique sur les océans, parce que le CO2, il joue un rôle assez important là-dedans quand il passe dans l'océan, comme je viens d'en parler. C'est un effet d'acidification en fait, parce que ça interagit avec les molécules qui sont dans l'océan et ça produit de l'acide, quoi.
C'est ce qui va conduire au blanchissement des coraux et à tout un ensemble de changements des écosystèmes qui vont faire que les micro-organismes vont avoir du mal à se développer, comme les planctons. Or, c'est eux qui produisent la moitié de l'oxygène qu'on respire. Et pour ceux qui ne savent pas, le blanchissement des coraux, ça veut dire que les coraux sont morts. Non, justement, j'ai lu tout à l'heure qu'ils n'étaient pas morts tout de suite. Ils blanchissent et ils deviennent beaucoup plus fragiles. Mais blanc n'est pas égal à mort. Ah ok. Ils peuvent mourir plus facilement. Et j'entendais que les coraux étaient hyper importants sur le plan écologique parce qu'ils absorbent 95% de l'énergie des vagues. Et ça permet en fait d'éviter l'érosion. Et du coup, potentiellement, au niveau des îles ou des côtes, que l'océan grignote. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais voilà, encore une fois, s'il y a un problème, ça ne sera pas les coraux qui disparaîtront, ça sera nous. Oui. Je crois que la fin est toujours la même, en fait. T'as le game over à chaque fois pour l'humain, quoi. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Dans l'impact du changement climatique, on peut aussi parler de la montée de l'eau, parce qu'avec la fonte des glaces, l'eau monte, et ça, c'est vraiment un des impacts qu'on commence à voir dès maintenant. J'entendais toujours dans ce même podcast formidable que je vous recommande, que l'île Maurice, par exemple, entre autres îles, a déjà des grandes plages qui ont disparu, en fait, parce que l'eau est montée suffisamment pour que ces plages disparaissent, puisque ces plages étaient assez plates, et donc il suffisait que l'eau monte un tout petit peu pour qu'elle soit sous l'eau, justement. Et à l'île Maurice, comme c'est une île volcanique, il y aura toujours du relief si l'eau monte, mais ça va créer des déplacements de personnes. Les gens vont plus pouvoir habiter dans leur maison qui était trop basse, et donc qui risquent d'être envahis par l'eau, tout simplement. Mais il y a même des îles qui vont carrément disparaître. Donc, le cas qu'on cite souvent, c'est les îles du Pacifique, comme Vanuatu, qui est une île complètement plate. Voilà, elle risque fort d'être complètement immergée. Et donc, voilà, ça, c'est lié à la hausse du niveau des mers à cause de la fonte des glaces dont tu nous parlais dans le quiz, Raphaël. J'en entendais justement dans mon podcast tout aussi formidable de Radio France, tout aussi formidable, que dans l'archipel de Tuvalu, le point le plus haut est à 4,5 mètres. Effectivement, ça fait pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Dans les Maldives, c'est même 2,5 mètres. Ouais. Et selon les scientifiques, ces îles, si ça continue comme ça, seront rayées de la carte, respectivement, dans 50 et dans 30 ans. Ok. J'aurais presque pensé que c'était encore plus rapide. C'est vrai que naturellement, tu pensais à ça. Ouais. Du coup, dans les Maldives, par exemple, pour anticiper ça, ils sont en train de construire une île artificielle. Parce que si les îles disparaissent, que vont devenir leurs habitants? Ils vont devoir partir, aller je ne sais pas où. J'avais même vu que ça posait toute une question juridique, légale. Qu'est-ce qu'un peuple qui n'a plus de territoire? Est-ce qu'on peut encore le considérer comme un peuple? Enfin, ça pose toute une question comme ça, juridique, un peu délicate. Oui, dans le même ordre d'idée, il y a aussi un débat juridique sur les frontières. Du coup, est-ce que les frontières de l'État, par exemple pour l'île Maurice, deviennent les frontières plus petites? Et donc, est-ce qu'ils ont le droit de pêcher du coup dans une zone plus restreinte, liée à leurs nouvelles frontières, ou dans une zone aussi large qu'avant? Et ça va être un conflit vraiment sur le plan du droit. Là, vous parliez des îles, mais moi, j'ai entendu du coup qu'il y avait 10% de la population qui habitait à moins de 10 mètres d'altitude, par rapport au niveau de la mer. Donc 10% de la population mondiale, c'est quand même beaucoup à déplacer si on est tous sous l'eau. En même temps, comme il y aura 2 fois moins d'oxygène, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui... Ça fera le tri, c'est bon. Darwin sera là pour nous. Ou alors on respire une fois sur 2, faut voir comment on s'arrange. Faut voir. Ouais. On n'est pas rendu. Non, c'est clair. Et même sur le changement climatique, je lisais aussi, on va reprendre le cycle de l'eau qu'on voit à l'école, mais plus les températures sont élevées, plus il y a l'évaporation qui augmente, plus il y a des phénomènes climatiques terribles qui se produisent, comme les tornades, les cyclones. Et du coup, c'est pareil, on n'est pas... Voilà, c'est pas Jojo. Oui, et en plus, il y a une dimension assez imprévisible de ces phénomènes climatiques. Là, je voyais que, là encore pour le cas de l'île Maurice, il y a un phénomène climatique, en gros, d'air très humide et chaud, qui s'appelle El Niño.
et un phénomène climatique froid plutôt et sec, qui s'appelle El Niño. Et en fait, ça alterne, mais c'est pas 1 an sur 2, en fait, où il pourrait anticiper en se disant, là, cette année, on stocke toute l'eau qu'on a eue en trop, qui nous a un peu inondés, et comme ça, on s'en sert quand on a le phénomène climatique sec. En fait, non. Il peut y avoir 3 fois de suite le phénomène climatique sec et froid, et une fois après, ça revient chaud et humide, mais du coup, c'est très difficile de prévoir pour les sociétés face à ces changements-là, ouais. Ouais, et du coup, tous ces bouleversements ont un effet sur les écosystèmes, mais du coup aussi sur les activités humaines, enfin tout ce qui est justement les pays qui dépendent beaucoup de la pêche ou du tourisme ou des choses comme ça. Enfin, les récifs coralliens, par exemple, dans certaines îles, ça attire des touristes. C'est à double tranchant, mais il y a un impact sur cette activité économique. Pareil pour la pêche. Il y a des pays qui dépendent énormément de la pêche aussi, et en perturbant les écosystèmes de cette manière, ça rend la pêche en partie plus compliquée, et tout ça. Donc, ça a un impact sur le climat, mais aussi sur les activités humaines. Et les activités justement d'exploitation de l'océan contribuent aussi justement au réchauffement climatique. Donc, il y a comme un cercle vicieux. Parce que, par exemple, j'avais lu que la pêche à la traîne, donc c'est une forme de pêche particulièrement polluante. Cette pêche-là, elle émet encore plus de CO2 que toute l'industrie de l'aviation, en fait. Donc, on parle énormément... Voilà, on parle énormément de prendre l'avion, etc. Mais en fait, exploiter les océans avec des gros bateaux qui polluent, ça contribue encore plus au réchauffement climatique. Et ça va du coup avoir un impact négatif sur les océans. Enfin voilà, il y a un côté cercle vicieux qu'il faudrait vraiment couper, quoi. On vous invite du coup à manger plus végétalien et écouter l'épisode sur le véganisme. La petite ref de Cécile. Quand on peut le placer. Mais oui, effectivement, parce que ça fait le lien aussi un petit peu avec ce que je voulais dire. J'ai vu dans un documentaire qu'il y avait maintenant beaucoup de pêche du krill dans les eaux antarctiques. Et le krill, en fait, c'est des tout petits organismes, des sortes de toutes petites crevettes qui ont un rôle, là, un peu comme le plancton, très important dans la production d'oxygène, etc. Et en fait, on le pêche, maintenant c'est quelque chose de relativement récent, pour des raisons qui n'ont pas de sens en fait. C'est pour des cosmétiques, pour colorer le saumon pour qu'il soit encore plus rose, et pour la nourriture pour animaux domestiques. Et donc on fait tout ça avec d'énormes bateaux dans les eaux antarctiques, des bateaux qui polluent et qui pêchent tout ce krill, qui est aussi la base de l'alimentation d'un certain nombre d'espèces de baleines. Donc on leur enlève une partie de leur alimentation. Oui, en fait, un des problèmes qui se pose avec les océans et les humains, dans l'interaction entre les humains et l'océan, c'est que les humains, ils pensent vraiment à court terme et ils pensent exclusivement à ce qui peut les enrichir. Et donc, ils ne pensent pas du tout au fait que ça va abîmer durablement l'océan. Et dans cet ordre d'idées-là, je vous parlais un petit peu des espèces qui vivaient tout au fond de l'océan, dans des zones qu'on appelle les monts hydrothermaux. Et en fait, depuis qu'on a découvert ces zones-là, assez récemment, ça a été découvert en fait seulement en 1977, eh bien, très rapidement, il y a des entreprises qui ont eu envie d'aller exploiter ça, d'aller extraire les minéraux qui pourraient s'y trouver. Et donc là, qui mettrait en danger la vie justement de ces espèces-là et qui porterait atteinte à cette biodiversité. Et ce que je trouvais par contre intéressant dans la réflexion donc, de ce biologiste en sous-marin dont je vous avais parlé, c'est qu'il disait que avec ces nouvelles formes d'exploitation qui étaient envisagées, eh bien, on pouvait intervenir tout de suite et empêcher que ça arrive parce que ça n'avait pas vraiment commencé, en fait. Il disait c'est assez difficile d'arrêter la déforestation parce qu'on a pris l'habitude de le faire. C'est assez difficile aussi de mettre un point d'arrêt très rapide au réchauffement climatique. Mais par contre, ces nouvelles atteintes à la biodiversité des fonds marins qu'on ne connaît pas encore trop, ça n'a pas vraiment commencé. Et donc,
là, on peut intervenir. Et donc, il y a vraiment un enjeu à se rendre compte de l'importance de cette biodiversité pour nous, enfin, pas que pour nous, justement, mais pour les océans, parce que si on en parle plus, on va plus se mobiliser et les gouvernements vont comprendre qu'il faut faire passer des lois pour empêcher ces entreprises d'aller venir racler le fond de l'océan et donc venir perturber toute la belle biodiversité qui existe. Et le traité dont je parlais au début dans mon introduction, qui est vraiment le tout premier traité qui prend des mesures pour préserver la haute mer, parce que jusqu'ici on avait des règles sur l'espace maritime de chaque pays, mais pour la haute mer il n'y avait rien, on pouvait faire tout ce qu'on voulait en haute mer, alors que là on a ce premier traité qui permet déjà de prendre des mesures de protection et de créer des sanctuaires de protection pour protéger la biodiversité. Donc on a déjà un petit peu des trucs comme ça qui vont permettre un peu d'encadrer ça. Restons optimistes. Et puis, je pense que l'exploration peut fournir des arguments pour convaincre les gens que c'est important de protéger. Parce que du coup, tu vas montrer des choses intéressantes, et notamment au niveau de la faune, donc les animaux qui vivent dans les mers. Il y a des choses, on a déjà parlé, j'ai déjà donné des exemples, mais j'ai appris qu'il y avait des calamars géants qui font la taille d'un bus et qui sont très puissants. Et il y a des pieuvres aussi qui sont formidables parce qu'elles changent de couleur pour imiter des choses de leur environnement, en fait. Et donc, elles sont capables à la fois de bouger 8 bras en même temps, de changer toutes leurs couleurs avec des nuances, et de prendre des postures où elles vont imiter d'autres éléments de leur environnement. Enfin, c'est un exemple parmi plein, mais on se rend compte un peu de l'intelligence ou de la sensibilité de tous ces animaux, de leur variété, et voilà. Je crois que dans le film de Octopus Teacher, justement, on voit ça. Mais j'ai quand même... Et pourtant, je trouve ça magique, mais j'ai des petits doutes sur le fait que cette beauté sous-marine émeuve les exploitants. Ils sont pas drôles. Et les décideurs politiques. Ouais. Parce que quand on voit que dans le quiz que tu as dit tout à l'heure, qu'il y a 250 000 tonnes de plastique aujourd'hui dans les océans, qui du coup fait qu'aujourd'hui, le plastique est absolument apparemment partout et pas juste sur le continent de plastique dont je parlais un peu plus tôt. Et qu'en plus, aujourd'hui, il n'y a pas que du plastique en mode gros morceaux, mais aussi des nanoplastiques. Parce que le plastique, du coup, ça met énormément de temps à se désagréger, mais ça se désagrège en microparticules, qui est d'ailleurs confondu avec du plancton. Et du coup, tous les animaux, aujourd'hui, en ingèrent ou meurent à cause de ça. Et du coup, on le sait, on le voit. J'ai pas l'impression que ça émeuve beaucoup de personnes. Et c'est vrai que, je suis optimiste, mais... Mais là, il y a toujours une tension, sur ces choses-là, il y a toujours des tensions énormes, mais on finit quand même potentiellement par aboutir à des traités comme ça. Je voyais justement que Greenpeace s'était vraiment félicité de l'adoption de ce traité. Ce traité a pris 2 décennies à être adopté. Mais ils se sont battus bec et ongles pour obtenir ce genre de choses. Et dans le podcast que j'ai écouté, en tout cas l'un d'eux, qui s'appelle Le monde des océans, enjeux inconnus, sur Radio France, il y avait un expert au comité stratégique de Race for Water qui intervenait. Et ce monsieur disait que c'est aussi l'absence d'images fortes qui jouait un peu contre la mer. Mais pour moi, des images fortes, c'est aussi des images de la beauté, en fait, de certaines régions. Donc, montrer que des continents de plastique n'a pas d'intérêt tant qu'on ne met pas en face des images de ceux qu'on détruit avec ces continents de plastique. Pour moi, il faut les deux. Je regardais aussi un documentaire qui s'appelait L'Odyssée des baleines, c'était sur Arte. Ça suivait une maman baleine avec son baleineau dans sa migration de la Grande Barrière de Corail en Australie jusqu'en Antarctique. Et il prenait ça comme prétexte pour regarder différents environnements. Et il montrait justement l'impact de l'activité humaine sur ces environnements. Mais ce qui était particulièrement choquant, je trouvais, c'était justement la beauté de ces environnements et l'impact visible que l'activité humaine pouvait avoir dessus. Il y avait notamment... Il parlait d'une île dans le Pacifique Sud. C'était magnifique comme endroit où des oiseaux mangeaient du plastique parce qu'ils le confondaient avec la nourriture. Je trouve que le fait de mettre ces deux trucs en regard, c'est ça qui crée du choc en fait. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, même sur la Terre qu'on connaît bien, on a des photos absolument magnifiques des paysages terrestres et où on le met en parallèle avec des terres, on va dire, souillées. J'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup de monde. Ça peut pas convaincre tout le monde. Hein. Oui. Si ça convainc 1 ou 2 personnes à vouloir s'engager pour protéger, c'est déjà génial. Ah oui, non, bien sûr. Mais je pense aux coraux, qui eux sont entre guillemets connus par leur beauté. Naturellement, on a envie de garder
cette barrière de corail absolument extraordinaire. Et apparemment, avec l'augmentation de la température de 1,5 degré, à laquelle on arrive là, d'ici 2030, 100% des coraux disparaissaient. Ah bon? Ah oui. Et du coup, si les coraux disparaissent, c'est l'habitat pour 25% des créatures marines, apparemment. En termes de biodiversité, ça va être terrible. Enfin, il y a plein de choses Et du coup, je me dis, on sait que les coraux, c'est magnifique, on a une image positive, et pour autant, on y est, quoi. Mais je pense que le problème, c'est qu'on fait pas le lien au quotidien. C'est-à-dire... Ah oui, clairement. C'est vraiment un petit peu, encore une fois, l'idée aussi de dissonance cognitive. Des entreprises veulent gagner de l'argent. Quelqu'un veut pas s'embêter à aller à la poubelle pour mettre sa bouteille en plastique et ils se disent pas « Ah, coraux !» à ce moment-là. Mais du coup, il y a quand même un impact de la pédagogie qui peut marcher. Effectivement, peut-être qu'il y a une partie de la population et des entreprises qui sont de toute façon complètement cyniques et qui s'en fichent. Mais il y a aussi beaucoup de gens ignorants, parce que justement par rapport à ce traité des Nations Unies sur la haute mer, là, le dernier épisode du podcast que j'ai écouté en parlait, et en fait j'avais oublié de préciser, c'est un podcast qui est en partenariat avec Greenpeace, et donc il y avait une militante qui avait été présente lors des négociations, qui racontait comment ça s'était passé, et elle expliquait que effectivement depuis plus de 10 ans, ils avaient dû courir dans les couloirs après les représentants de chaque État membre de l'ONU pour leur expliquer, en fait, faire vraiment des sessions d'information sur un peu tous les chiffres dont on a parlé, l'importance de l'océan, et du coup leur faire prendre conscience que c'était un vrai sujet. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire accepter à suffisamment de représentants d'États membres de mettre le sujet à l'ordre du jour. Parce qu'en fait, un militant ne peut pas lui-même mettre le sujet à l'ordre du jour, il faut qu'il convainque des représentants des États, et ça, ils y sont parvenus. Mais c'est un travail énorme, quoi, de vulgarisation. On voit bien, c'est un sujet complexe. Nous-mêmes, on a un petit peu du mal à tout saisir. Donc, je pense quand même que faire connaître mieux les richesses de l'océan et surtout comment le protéger, en fait, peut-être donner des moyens d'action précis, ça peut aider. Je pense que c'est ça aussi. C'est, tu vois, quand on dit, par exemple, avec le carbone bleu, c'est hyper important de protéger, par exemple, les mangroves. Et il y a eu un moyen de le faire, parce qu'en fait, il y a un truc très intéressant, c'est que pendant la guerre du Vietnam, au Vietnam, justement, il y a beaucoup de mangroves, et elles avaient été détruites par l'agent chimique que les Américains avaient balancé sur cet écosystème vietnamien. Et en fait, il y a quelqu'un qui est déchargé par l'État vietnamien de replanter, je suppose, en tout cas de faire revivre ces mangroves, et il y est parvenu. Ça a mis beaucoup de temps, mais il y est parvenu. Donc il y a un moyen de faire revivre ces écosystèmes, de les redévelopper, mais il faut encore comprendre que c'est important, comment s'y prendre, et ensuite, oui, mettre de l'argent dedans, et ça, on ne sait pas si on va réussir à convaincre tout le monde, mais je pense qu'il y a vraiment... quand même quelque chose à faire sur le fait d'aider les gens, de les y amener à s'y intéresser et à voir comment faire. Enfin, moi, par exemple, si je dois avoir un engagement, maintenant que j'ai lu tout ça, ça me donne vachement envie. Si je dois donner de l'argent, de le donner pour ça, en fait. Voilà, pour replanter des coraux, des mangroves. Ah oui, non, mais de toute façon, je suis à 100% pour la sensibilisation. Et d'ailleurs, après avoir fait les recherches pour cet épisode, je suis comme toi, Sybille, pour le coup, ça m'a fait un électrochoc. Donc, j'espère que les nombreuses personnes qui écouteront cet épisode seront aussi dans cette dynamique-là. C'est juste que moi, ça m'a un peu déprimée parce que quand j'ai entendu que 100% des coraux pourraient disparaître en 2030, 2030, c'est dans 5 ans, en fait. Et du coup, là, je me dis, OK, convaincre quelques personnes, oui, mais du coup, dans 5 ans, quoi. Ouais, mais dans le fameux traité, l'objectif, c'est aussi d'atteindre la protection de 30% des océans d'ici 2030. Donc peut-être que d'ici là, on pourra créer des sanctuaires dans des zones où il y a des coraux, et peut-être sauver quelques coraux suffisamment pour sauver les coraux. On est ric-rac, hein, c'est sûr, mais je pense, on peut être optimiste quand même. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place, parce que rien que le fait que ce traité ait quand même été signé par 106 États. Et alors, il n'a pas encore été ratifié, ce qui veut dire que les assemblées des différents pays doivent valider en fait le traité. Il a été signé par les représentants, mais maintenant il faut que ce soit validé par les pays. Et intégré à leur loi, en fait. C'est ça, il faut que ce soit traduit dans la loi de chaque pays, quoi. Voilà. Il y en a un certain nombre qui l'a déjà ratifié, dont tous les États membres de l'Union européenne, ce qui représente déjà rien que ça. Ils ont signé l'engagement à le ratifier. Ce n'est pas encore fait. La France l'a fait. Allez, relou. Okay. Mais oui. Mais si, ils vont le faire, du coup. Ils vont le faire, c'est sûr. Non, mais voilà. Il y a des choses comme ça qui bougent, quoi. Si on s'en foutait complètement, ça ne serait jamais fait. Ah oui, ça c'est sûr.
Nous arrivons maintenant à la fin de notre épisode. Et donc, je voulais vous demander quels sont vos rêves pour le futur de l'océan. Cécile, est-ce que tu veux commencer ? Et avant de dire mes rêves, je voulais te remercier d'avoir proposé cet épisode, puisque comme on a pu le voir pendant le débat, finalement c'est ultra important de s'occuper urgemment de nos océans. Et du coup, je vais rêver que toutes les personnes qui nous écoutent fassent chacun un petit geste ou un grand geste, justement pour la sauvegarde de ce qui se passe dans nos profondeurs. Et côté peut-être État, parce qu'on a parlé un petit peu du plastique, je sais qu'en France, il y a notamment une loi anti-gaspillage pour sortir du plastique à usage unique, puisque je crois que c'est 60% du plastique qui se retrouve dans les océans. Donc j'espère que on va vraiment réduire petit à petit ce plastique, parce que c'est important de régler le problème à sa source, pas juste de son recyclage. Ouais. Donc j'espère que on va être ambitieux dans cette capacité à vraiment stopper ça. Et je rêve du coup que l'on soit ému des beautés sous-marines pour qu'on ait envie de protéger l'océan. Voilà. Et toi, Sybille ? Eh bien moi... Alors, tu parlais donc du traité des Nations Unies sur la haute mer. Comme tu le disais très bien, pour qu'il entre vraiment en action, il faut qu'au moins 60 États les ratifient, donc les faire rentrer un peu dans les lois de leur pays. Et du coup, eh bien, je rêve que cette ratification se fasse le plus rapidement possible. D'ailleurs, la France l'a ratifié. C'était le premier État européen à le ratifier donc en novembre 2024. Mais à ce moment-là, il y avait seulement 14 autres pays qui avaient ratifié ce traité. Et en fait, moi, en cherchant, je voulais chercher l'information pour vous dire là, maintenant, en 2025, où on en est. Et j'ai pas trouvé facilement. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est donc que cette ratification du traité sur la haute mer se fasse rapidement, mais aussi qu'on en parle plus, qu'on fasse un peu d'enthousiasme autour de cette ratification, du fait que ça progresse et que ça donne envie à d'autres pays de le faire rentrer dans leur loi, et qu'on ait, par exemple, je sais pas, un gros compteur quand on arrive sur Internet, on dit « Allez, on est à 20 pays, on est à 21 pays », et qu'on puisse voir ça progresser, parce que je trouve ça quand même fou qu'on ne trouve pas cette information facilement. Voilà. Ouais, et qu'on construise un peu d'enthousiasme autour du fait de tous ensemble réparer les océans. Et toi, Raphaël, quel est ton rêve ? Eh bien moi, ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit, que les actions de préservation se multiplient et aboutissent à une protection suffisante pour le rétablissement de la biodiversité et le maintien de l'équilibre de tout le système, tout ce système dont on parlait de circulation, de régulation du climat. Parce que, comme on l'a dit, sans l'océan, il n'y a presque pas de vie sur Terre. Donc c'est dans notre intérêt à tous de faire un maximum pour le protéger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que grâce à notre épisode, vous verrez l'océan différemment. Et si vous voulez en découvrir encore plus et travailler votre français en même temps, rejoignez notre Patreon où vous trouverez une transcription complète de l'épisode et de nombreux bonus. À bientôt dans French Baratin. À bientôt.